donner les exemples concrets. C'est ce qu'on me demandait avant de venir ici. C'est ce qu'on demande souvent dans les cercles traditionnels en Suisse et en Amérique. Donc, je parlerai naturellement je vous livrerai les analyses idéologiques et politologiques, mais vous entendrez également des exemples réels de sur ceux qui massacrent notre civilisation. Et je vous prie de me pardonner pour le petit accent. Donc, je suis ravi de venir ici, chez vous, porter chez vous un message de désespoir total. Celui sera malheureusement, et je ne fais à maintes reprises l'expérience, des plus pénibles à entendre. Je dirais même, d'après l'accueil qui est réservé à mon enseignement sur les divers continents où j'interviens, que la capacité d'encaisser ce pessimisme, on dit beaucoup sur la capacité d'un peuple, blanc en l'occurrence, de résister à la mort vers laquelle il est conduit. Car, comme je l'avais précisé aux organisateurs de notre conférence, lorsque j'ai accepté de venir à cette manifestation consacrée au gauchisme dans notre université, je prends le terme de gauche dans le sens latin original du terme, sinistre, funeste, porteur de destruction. En effet, notre université suisse, européenne, occidentale est devenue depuis des décennies un centre de destruction massive des esprits qui contaminent par des réflexes primaires intimement liés à la peur les jeunes générations. Cette université est le lieu où, généralement, sont dressées nos élites et ses membres. Pendant qu'ils participent à l'écrémage du futur establishment, s'auto-sélectionnent. Je parle des membres de notre université, les professeurs, les maîtres de conférences, des chercheurs, car, d'une façon tout à fait simiesque, ils ne peuvent se départir de cette lutte pour des ressources, les dominations sociales et les capacités de reproduction. Je vous rappelle que l'objectif actuel de zéro enfant, tel que est prôné comme panacée par certains de nos gouvernants occidentaux, constitue un type de reproduction sociale et personnelle comme les autres. Je viens d'utiliser le terme simiesque, du simius, singe. Et en effet, pendant des décennies, sur plusieurs scènes académiques mises à ma disposition, je me suis permis de poser cette question que Nietzsche se posait déjà dans le chapitre 3 d'Antéchrist, et qui se penchait sur les caractéristiques du, je cite, type humain qu'il nous faudrait dresser. Quel est le type le plus souhaitable, le plus précieux et par conséquent le plus digne de la vie? Quel est le type de l'avenir? Fin de citation de cet ouvrage tout à fait politiquement incorrect de Nietzsche, lequel à nos jours ne serait pas publié. Je ne peux que constater une résurgence parmi les enseignants universitaires des instincts collectivistes les plus banalement simiesques. Dans ce contexte, la logorée marxiste-léniniste qu'ils vomissent n'est rien d'autre que le cri de raillement d'une meute de singes. C'est ainsi qu'ils manifestent le fait que n'importe lequel de leurs colonies de singes, a le droit, à l'instar de l'ensemble de ce groupe, d'accéder à des ressources et de satisfaire les autres besoins bestiaux sans pour autant d'être déchiquetés dans le sens, car la peur bestiale primaire de la mort préside en quelque sorte chaque réunion universitaire à laquelle j'ai assisté, sans pour autant être déchiqueté par le reste de la meute.
Ces réflexes grégaires se sont imposés dans tout le corps académique, depuis le chargé de cours le plus minables jusqu'au professeur émérite ayant eu le droit d'accéder à l'Institut de France, si on parle dans le contexte de la République française. Ces marxistes autoproclamés dictent également un mode éthologique de ethos, comportement, un mode de comportement à ceux qui se disent de droite, car leur comportement aussi est guidé par cet effroi, cette peur des singes, cet effroi simiesque, qui est désigné dans notre médecine humaine comme une bonne paranoïa. Nos braves droitards universitaires acceptent donc de jouer leur rôle académique de contradicteurs tièdes sans jamais oser sortir du mini-enclos de l'université, forte de ce faux éclectisme que cette université leur a attribué. Comme vous l'avez compris, chers spectateurs, je vous parlerai aujourd'hui du paléocortex professoral de notre cerveau ancien, chez les professeurs. Ce paléocortex professoral, c'est gendarme interne qui les guide dans les réflexes primaires et qui domine leur pédagogie. Je présenterai aussi les meilleures manières de réussir à résister à leur comportement de singe de groupe qui vise à les priver des ressources et de leur micro-domination sociale en les dépouillant de leur aura professorale. Il s'agit de montrer leur face authentique, celle des idéologues ou des suiveurs paranoïaques, méprisant la science, se donnant au plagiat et se protégeant par une corruption féroce. Car lorsqu'ils, si un jour ça va passer sur YouTube, car lorsqu'ils nous regardent de leur chair professorale nous réunir ici afin de dénoncer le gauchisme qui gangrène nos facultés, effectivement, ils émettent entre eux un ricanement bestial que j'ai bien connu dans les réunions d'enseignants-chercheurs à la Sorbonne et à l'Université de Nice Sophia Antipolis. Ensuite, ils se tournent vers l'extérieur en mettant un masque de dignité et en évoquant leur liberté d'opinion et de recherche. Ça veut dire qu'ici, d'après eux, qu'est-ce que nous faisons? Nous attaquons leur liberté de recherche car ils sont fiers d'être de gauche. Mais je vous assure que leur conduite change brutalement dès qu'ils se voient privés de subsides, de postes ou encore déshonorés à la fin de leur carrière comme plagiaires reconnus et apparatchiks qui recourent à une corruption ordurière afin de dissimuler leurs failles scientifiques gravissimes ou fautes ridicules. Faire connaître ces aberrations, tel est le but de mon séminaire multilingue que j'assure depuis 2013 à travers les États-Unis ou l'Eurasie, séminaire intitulé, comme on le dit, les 10 000 fautes des professeurs universitaires français d'abord. Et depuis 2013, bien sûr, le nombre de 10 000 a largement dépassé, d'autant plus que je ne me contente plus d'analyser le seul professeur français. Suisse et les autres passent également. Car c'est malheureusement le paléocortex, autrement dit le centre des réflexes géré par notre cerveau limbique, qui définit le comportement des meutes professorales de nos universités et par conséquent le type d'homo sapiens diplômés qui déversent nos universités dans le monde politique, journalistique, militaire, bancaire et bien sûr dans le monde académique lui-même. C'est-à-dire ces professeurs se auto-reproduisent selon les critères de leur propre paranoïa. Ce système ne permet à ces cadres que de sélectionner pour prendre leur suite de clones encore plus dégradés sur le plan cognitif et intellectuel.
Cette dégradation est proportionnelle à leur fanatisme. La sélection négative appliquée est chaque année de plus en plus brutale et, naturellement, dépasse la seule université, car contrairement à ce que prétendent nos antiracistes, l'être humain, comme toute autre espèce sur notre planète, n'a jamais cessé de se modifier par un auto-écrimage. Même si celui-ci est tout un autre qu'avait décrit Charles Darwin dans son ouvrage célèbre de 1859, la préservation des races favorisée dans la lutte pour la survie. Seconde moitié du titre de son ouvrage célèbre, qui n'est jamais cité naturellement à cause du terme race qui apparaît. Je consacre mon exposé d'aujourd'hui à la sélection cérébrale, telle qu'elle est pratiquée dans l'espace académique occidental et qui est tabou chez nous. L'ensemble des éditeurs du monde francophone ont par exemple été contactés pour que ces thèses que je vous expose maintenant ne soient pas publiées. Je analyserai ici le soviet interne du ministère de l'Enseignement supérieur français, idéologiquement et structurellement issu de l'Union soviétique de Staline. Il s'agit du Conseil national des universités. C'est la matrice dont sortent tous les cadres universitaires français qui propagent le fruit de leur sélection négative dans le monde académique francophone et par conséquent dans les facultés suisses. J'oserais, pour finir, quelques conseils issus de mon expérience personnelle aux scientifiques du XXIe siècle et pris de liberté, lesquels conseils peuvent également être utilisés par des mouvements politiques qui aspirent à une puissance réelle. En d'autres termes, il s'agit d'un condensé de mes séminaires sur ces cerebral sorting négatifs qui me sont demandés depuis une décennie et demie par des facultés ou centres du pouvoir ou des réflexes stratégiques en Chine, au Brésil, en Russie, en Inde et naturellement par des fondations conservatrices aux États-Unis. Celles-là s'intéressent depuis longtemps à mes rapports de force avec la Sorbonne et l'Université de Nice où j'ai enseigné, la Nietzsche-Gesellschaft allemande, les centres philosophiques suisses qui tous m'ont ostracisé après des décennies de collaboration, d'invitation à des congrès internationaux et de publication de revues avec le comité de sélection professorale. Mais surtout, ce qui a passionné ces organisations surnommées, ce sont mes différentes procédures judiciaires, car elles ont permis de faire sortir des documents officiels du ministère de l'Enseignement supérieur de la Ve République sur ces échanges annuels avec le fameux Conseil national des universités français via sa procédure de sélection des futurs cadres universitaires. Habituellement, ces documents n'apparaissent jamais au public. Ce système opaque et quasi inconnu hors du monde académique constitue la matrice de l'université française qui gangrène le monde occidental et dont la Suisse, où elle déverse ses cadres professoraux. Ceux-ci sont choisis d'après un système que la République française a hérité directement de l'Union soviétique de l'époque de Staline et qui consiste, dans le respect de ce mode psychique collectiviste, à soumettre la simple recherche d'un poste universitaire à un véritable cérémonial de cooptation. Revenons plus en détail sur ce Conseil national des universités français et sa procédure de sélection, c'est-à-dire de qualification, après laquelle on a droit de chercher un poste de maître de conférence, docent ou professeur. Je rappelle que c'est en 1944 que le déserteur communiste Maurice Thorez rentre de l'Union soviétique. Profitant du prestige de l'armée rouge, il échappe à des poursuites pénales en France, devient ministre de la fonction publique et s'empare de l'éducation nationale en France ainsi que de l'université française avec ses comparses staliniens.
Ces staliniens s'opposent aux trotskistes, qui eux aussi ont leur entrée dans l'université française et même américaine. N'oublions pas, Trotsky a été assassiné sur le sol de l'Amérique du Nord, au Mexique, et tout de suite est devenu extrêmement populaire grâce à son assassinat dans les universités californiennes. Et donc, je vous rappelle, en guise d'exemple, que le trotskiste est le beau-frère de l'agent de Trotsky, Victor Serge, le slaviste Pierre Pascal, a parfaitement pu garder son poste à l'université de Lille, autrement dit en zone occupée de 1940. Autrement dit, il y avait, malgré l'occupation, même un accord entre les trotskistes universitaires comme Pierre Pascal, ancien membre du parti bolchevique russe puis soviétique, et qui était marié à une... donc, tout ça, on était de 1940, quitte tranquillement la zone sud où il se trouvait, et part dans la zone occupée pour se donner à l'enseignement universitaire. Bon, cela, il faudrait le couper peut-être. Au fil des années, ces staliniens qui avaient affronté les trotskistes sont entrés en conflit avec les maoïstes. Toute cette dynamique à l'œuvre dans l'enseignement supérieur français suit la logique géopolitique du moment qui façonnait les idéologues parisiens. Puis, progressivement, les trois principaux courants marxistes ont pactisé, s'embourgeoisé, même s'étant accaparés entre-temps de principales instances académiques. Ils ont parfaitement appliqué les idées des gramscistes, d'Antonio Gramsci, sur la prise de pouvoir par le dressage de l'être humain comme bétail, un cerebral sorting privilégiant une pathocratie collectiviste comme future élite, ce que nous avons actuellement. Et à leur tour, ils ont subi, naturellement, la dégénérescence de la postmodernité, elle-même marxisée et incarnée par nos charlatanesques pseudo-philosophes type Foucault ou Jacques Derrida. Signataire, entre autres, des pétitions célèbres dans la presse parisienne des années 70 sur la légalisation des relations sexuelles avec des enfants et des adolescents. Je suis en train de citer les termes qu'ils ont eux-mêmes employés dans leurs appels publiés par les pages Opinion du Monde en 1977. Revenons au début de cette descente aux enfers anthropologiques, à savoir au moment du retour du clan communiste de Torres de l'URSS, autrement dit, la libération. C'est alors que la machine de la sélection cérébrale soviétoïde, le terme proposé par Jean-Marie Le Pen, a été instaurée à Paris afin de gérer l'écrémage des cadres universitaires français de façon autoritaire et surtout centralisée. Cela parachève la volonté de mettre sous l'emprise la pensée en France, ainsi qu'on l'avait tenté à plusieurs reprises depuis la terreur post-révolutionnaire des années 1793-94. Je rappelle ainsi ce fameux décret de la Commission nationale qui supprime Commission nationale révolutionnaire française de la fin du XVIIIe siècle, qui supprime pour 15 ans toutes les universités jugées trop proches de l'Ancien Régime et de l'Église. Le 15 septembre 1793. Voilà la date
à laquelle cette longue lutte des terroristes parisiens pour les sélections cérébrales négatives commence. Et en 1945, quelques mois après la fameuse libération, l'idée de la terreur est réalisée enfin par des marxistes qui fondent dans la capitale française l'actuel Conseil national des universités, à l'époque nommé le Comité consultatif des universités. Encore de nos jours, sans ukaz de ces soviets de l'université française, aucun docteur ne peut caresser l'espoir de devenir maître de conférence, équivalent de maître d'enseignement et de recherche en Suisse romande, voire docent en Suisse alémanique. Puis professeur universitaire, car il n'a le droit, malgré l'obtention du titre de docteur requis, de ne serait-ce que de chercher un poste universitaire. La qualification de ces soviets français est gérée par des syndicats et des clans familiaux de professeurs de façon opaque. Souvent, il n'est pas nécessaire d'être membre de ces soviets. Il suffit, par exemple, et j'en ai connu des femmes comme ça, qui ont couché avec le chef de file, membre de ce CNU, et sans être membre de ce Conseil national des universités, gérer les qualifications du CNU. La procédure de qualification coûte chaque année des dizaines de millions d'euros à la France ruinée. En guise d'exemple, en 2015, la seule réunion de ces soviets du ministère de l'Enseignement supérieur a coûté 18 600 000 euros aux contribuables français. Et chaque fois que quelques élus de la France pauvrie tentent de réaliser des économies en proposant de supprimer cette procédure de qualification des soviets académiques français, des milliers de fonctionnaires universitaires, sur le champ réunis en meute par des syndicats et des mafias claniques, acteurs eux-mêmes du cérébral sorting négatif en France et dans les parties au moins francophones de l'Europe, s'offusquent hypocritement via des pétitions paraissant dans les journaux parisiens de la presse mainstream devant les commissions étatiques composées de députés de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je ne crois pas nécessaire de signaler, car cela va de soi, que leurs chers collègues, citoyens suisses, qui appliquent les sélections négatives dans les universités suisses, signent ces pétitions collectivistes parisiennes, bien qu'ils ne soient nullement fonctionnaires français. Et cela ne concerne pas seulement les facultés de Suisse romande. Si vous êtes membre d'un clan académique, vous ne pouvez refuser de participer à ces mouvements de foule universitaire au risque de devenir paria. Tous montent ouvertement pour maintenir cette machine à sélection négative de la nation française, naturellement protégée avec acharnement par des marxistes et aussi la droite de plus en plus tiède qui détient une part de ce pouvoir universitaire. Je vous rappelle à ces propos les levées de boucliers que vous pouvez toujours consulter sur l'Internet, organisées par des meutes grégaires professorales en 2013, lorsqu'il fut question de supprimer la procédure de qualification du CNU. Depuis cette époque, je joue un rôle unique à travers l'Occident et l'Eurasie. Depuis que je suis docteur de l'Université française, je recueille les informations internes sur cette procédure de qualification de CNU, des documents portant le sceau de la République. J'essaye ainsi de faire connaître la réalité de cette machine de la sélection négative des cadres universitaires. Il s'agit en fait de dévoiler la manière dont procèdent ceux qui fabriquent l'establishment francophone d'après les modes du fonctionnement soviétique structuré de façon collectiviste paranoïdale. En effet, la corruption et l'incapacité de se réformer résultent de la peur que leur inspire leur propre père, d'autres professeurs, lesquels les dénonceraient s'ils allaient à l'encontre du groupe. Je vous rappelle que ce Conseil national des universités français puise ses structures réelles ainsi que le mode concret de sa gestion directement dans la Commission supérieure d'attestation soviétique,
Высшая аттестационная комиссия, qui fut officiellement constituée en 1932 à Moscou pour, je cite les sources en langue russe de l'époque, incarner le modèle de la science stalinienne. Fin de citation. Le premier président du CNU soviétique, lors de son entrée en fonction réelle en 1933, était le camarade Gleb Krzyżanowski. C'était un académicien soviétique que le déserteur Maurice Thorez a fréquenté lors de son séjour en Union soviétique. Ce dernier a donc alors bien connu le fonctionnement réel de la Commission supérieure d'attestation soviétique et a pu se rendre compte de sa puissance pour l'uniformisation des cadres universitaires. C'est ce système que Thorez et les siens ont imposé dès le milieu des années 40 à la France, libérée par des gaullistes qui ont laissé les communistes instaurer le mode de sélection des élites dont nous récoltons actuellement les fruits à Paris, à Bruxelles, à Genève et Lausanne. C'est pas fini. Je vous rappelle que non seulement des centaines d'enseignants-chercheurs sont emportés chez nous en Suisse annuellement après avoir fait leurs armes en France, c'est-à-dire après avoir passé le crible de ces soviets qui est le Conseil national des universités français, mais aussi nous recueillons en Suisse chaque année des dizaines de maîtres de conférences honoraires et de professeurs émérites français, autrement dit des retraités, qui poursuivent, une fois à la retraite, leur malfaisance dans les facultés helvétiques. Un poste dans une université suisse pour un tel retraité, fonctionnaire français, ancien universitaire, maître de conférence ou professeur, apparaît comme une forme de parachute doré pour les destructeurs de la France voisine. Vous comprenez, ils gardent leur retraite française et rajoutent à celle-là leur salaire de professeur suisse. Pensons ou caressons d'un Bruno Le Maire, ministre des Finances de Macron, qui a généré à Bercy un déficit de 50 milliards d'euros. Après son désastre ministériel, il a été embauché pour professer ces réformes à l'université de Lausanne. Et il ne s'agit là que d'un fait divers médiatisé parmi des centaines d'autres moins célèbres. Aucun parti politique, mouvement ou organisme s'efforçant d'adopter un discours de bon sens ou de mesure ne peut s'opposer chez nous en Suisse à ce tsunami du nivellement par le bas pseudo-scientifique et du fanatisme postmoderniste à la sauce marxisante. Les clans professoraux du début du troisième millénaire, parce que passé par ce Conseil national des universités stalinien, qui pille son fonctionnement dans le tréfonds des années 30 de Moscou, participe à l'élevage de nos décisionnaires suisses d'aujourd'hui et de demain, ainsi que de l'ensemble de l'establishment de leurs serviteurs. Je parle depuis des journalistes jusqu'aux enseignants de lycée, qui, à leur tour, appliquent la même gestion endoctrinée pour sélectionner les maîtres d'école primaire ou les puéricultrices en crèche. La catastrophe humaine est totale et insalubre, car dès leur plus jeune âge, l'on inculque aux enfants des modes de comportement civique qui resteront ancrés en eux jusqu'à la fin de leur vie, à l'instar des habitudes de nutrition et d'hygiène. C'est la raison pour laquelle quasi toutes les votations suisses ayant une portée anthropologiques sont depuis plusieurs années perdues par le camp traditionnaliste et conservateur ou, quand elles sont gagnées, restent sans effet.
Les institutions de la Confédération sont gérées avec de moins en moins de logique et aucune réforme authentique pour revenir à un État plus sain n'est désormais possible. Comment remédier concrètement à ces désastres civiques, car de facto anthropologiques? Au moment où je considérais les déchéances de la Sorbonne, quand j'ai commencé mon enseignement en septembre 2001, j'ai décidé d'adopter la stratégie évoquée par Nietzsche dans sa volonté de puissance. Das Werk auf eine Katastrophe hinbauen. Ce qui était également la stratégie de bataille sans réserve livrée par Erwin Rommel en Afrique. Cela signifie, je vous explique, engager le combat dans une position défavorable, comptant sur la catastrophe qui pourrait survenir dans le camp adverse. C'était une décision d'un désespéré à Léon Blois, car, je vous le rappelle, à cette époque, nous nous trouvions dans un Occident pétrifié par les idées d'un Francis Fukuyama prônant devant des dirigeants cosmopolites la prétendue fin de l'histoire. Depuis quelques années, ce grand prophète n'étale plus ses thèses d'une bêtise naïve en grande pompe. Je me demande pourquoi. J'ai décidé donc de poursuivre mes recherches iconoclastes sur Nietzsche et Nabokov en attirant l'agressivité hystérique sur moi, et c'est dans le monde tant académique et médiatique de l'Occident. Cela m'a permis de constater que les prétendues droites, aussi bien de nos facultés, des médias, se rangent progressivement du côté des marxistes, car j'ai appuyé sur les points extrêmement douloureux de sa stérilité. Ici, des personnalités de la vieille France ou de la Suisse traditionnelle m'ouvraient leurs portes. Je parle par exemple de Jean Ferré, fondateur de Radio Courtoisie, qui m'avait permis de m'exprimer dans quasi l'ensemble de ses émissions, tant politiques que littéraires. Leurs successeurs, à l'instar de Célestin, que vous connaissez bien ici, ont fait de moi une personne non grate. Cet ostracisme fut maintenu tant par leur héritier que par ses filiales comme TV Liberté. La raison est fort simple. Et là, on vient aux exemples. Les clans qui gèrent ces centres médiatiques d'appel à l'indignation sont les mêmes que ceux qui exercent leur malfaisance au sein de notre université, tant en France qu'en Suisse. Voilà pourquoi j'enseigne à travers les fondations et les facultés d'Amérique et d'Eurasie, ainsi qu'auprès de certains mécènes universitaires helvétiques, l'influence d'une certaine Chantal Delsol, professeure émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut de France et épouse de l'ancien ministre Charles Millon. Ils ont tous deux leur entrée dans les médias pseudo-résistants. Allons plus loin. Il s'agit d'une camarade de Pierre Brunel, ancien vice-président de la Sorbonne. Ce Brunel était aussi responsable d'une émission sur la même Radio Courtoisie. Allons encore plus loin dans l'anecdote, puisque quand vous m'avez invité, vous m'avez demandé des exemples sur la réalité interne de l'université. Ce professeur Brunel m'avait convié sur Radio Courtoisie pour que j'évoque mes recherches consacrées à Paul Claudel et l'empereur Julien Apostat. Actuellement, ces recherches ne sont pas plus possibles dans l'université car traitent du paganisme arien. Mon article en question avait été édité par l'ancien professeur de la Sorbonne en études grecques antiques, Alain Biot. Cette publication avait été, dans un premier temps, soutenue par Dominique Millet-Gérard, ancienne doctorante de ce Pierre Brunel, elle-même alors professeure à la Sorbonne, et invitée régulière sur Radio Courtoisie à la même époque que moi. Et là, la frénésie paranoïdale peut commencer. Car ces professeurs universitaires ont déclenché cette hystérie et cette histoire fait depuis quasi 20 ans le bonheur des facultés d'Eurasie et des fondations conservatrices aux États-Unis et quelques fondations suisses.
Pour des raisons obscures, quand elle est reçue en mail anonyme, professeur Dominique Gérard de la Sorbonne a porté une plainte pénale contre X, mais en évoquant une éventuelle responsabilité de ma part. Elle a par la suite transmis sa plainte à la présidence de la Sorbonne, qui a payé son avocat et qui m'a attaqué en tant qu'université. Naturellement, on ne s'est pas privé de faire circuler à l'intérieur de l'université cette déposition classée sans suite. Je vous signale que malgré les dizaines, plus d'une dizaine de plaintes portées contre moi, jamais aucune plainte n'a abouti au tribunal. C'est-à-dire, déposer une plainte pénale contre un chercheur poursuit un autre but. On le dépose et on le fait circuler dans le milieu professionnel pour que les personnes visées soient calomniées, peu importe le résultat de cette déposition pénale. Et depuis ce niveau local, qui est la Sorbonne, cette plainte pénale est ensuite remontée au ministère de l'Enseignement supérieur français, ayant doublé là-bas sa puissance calomniatrice à mon égard, avec tous les moyens que ce ministère de l'Enseignement supérieur français dispose. Pensez bien que ce que je décris a eu des répercussions directes ici, en Suisse. En l'espèce, professeur Pierre Brunel est l'ancien vice-président de la Sorbonne et docteur honoris causa de l'université de Bâle, où il fut professeur invité. Il avait d'ailleurs légué, comme on peut léguer son bien, son poste suisse à son retour en France au mari, à l'époux de cette Dominique Millet-Gérard, Olivier Millet, qui a fini par rejoindre sa femme en poste à la Sorbonne. Il s'agit effectivement d'un clan, et vous n'en avez que cela, à 80%. Tous ces clans, Brunel, Millet, Gérard, avaient d'ailleurs été conviés par la faculté des lettres françaises de l'université de Bâle par le professeur Robert Kopp, directeur de cette faculté et naturellement officier de la Légion d'honneur, distinction qu'il a reçue des mains d'une représentante de l'Académie de France à l'ambassade de France à Berne. C'est un hasard, naturellement. Afin de vous présenter davantage la puissance de la frénésie bestiale paranoïaque des professeurs, je pointe ici la suite de cette histoire appréciée dans les fondations conservatrices qui financent les facultés en Amérique du Nord. Car, parallèlement à cette paranoïa de la Sorbonne, je me suis trouvé en instance de divorce avec ma première femme, qui était suissesse de Bâle, et qui, poussée par son avocat à déposer une plainte contre moi, ce qui arrive parfois lors de procédures de divorce, et la plainte a effectivement été classée sans suite. Mais à l'occasion de cette déposition, le procureur de Bâle a demandé à mon ancien employeur, qui est l'université de Paris 4 Sorbonne, des renseignements professionnels à professeur Robert Pitt, alors président de la Sorbonne et membre de l'Institut de France actuel, où il côtoie Pierre Brunel et Chantal Delsol. Robert Pitt a établi une attestation officielle de la Sorbonne, mensongère concernant mon enseignement à la Sorbonne. Autrement, il dit que je n'ai jamais enseigné. Trompé par cette fausse information, le procureur de Bâle-Ville s'est engagé dans ma poursuite, ce qui s'est soldé par un scandale judiciaire et médiatique en Suisse alémanique, ce que vous pouvez toujours suivre, car tout cela existe sur les toiles, et par le suicide du Staatsanwalt, le procureur général de Bâle-Ville, M. Peter Boulacher-Tchop. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres du ridicule de nos braves professeurs universitaires, tant français que suisses, car d'un côté, la plainte pénale a évidemment été classée sans suite à Bâle, et de l'autre côté, cela a eu lieu en même temps que mon
intervention lors d'une congrès international sur Friedrich Nietzsche, où je fus invité par l'ancien recteur de l'université de Bâle, professeur Karl Pestalozzi, le descendant du célèbre pédagogue dont le statue se trouve à Zurich, à Bahnhofstrasse. Cette conférence annuelle de Waldhaus-Sils en Graubünden a naturellement été suivie par des commentaires sur la plante pénale et sur mes recherches sur Nietzsche sur la télévision de Bâle, du journal du soir, en septembre 2005, et dans les journaux tels que Basler Zeitung du 31 août 2005. C'est cette boue mentale issue des fantasmes groupusculaires paranoïdales de quelques professeurs qui a traversé la Suisse et reste protégée jusqu'à maintenant par le ministère de l'Enseignement supérieur français via les décisions du Conseil national des universités qu'il rend officiellement chaque année. Tout cela dans le but d'étouffer mes travaux iconoclastes sur Nietzsche et Nabokov, notamment exposés dans ma thèse de doctorat. Continuons avec les exemples que vous m'avez demandé. Si j'ai le temps. C'est bon. 4 ans après le suicide du procureur général de Bâle-Ville, j'ai été convié pour enseigner la littérature russe à l'université de Nice Sophia Antipolis par le slaviste René Guérat, par ailleurs colonel de l'armée française spécialisé certainement dans le domaine de renseignement. Il était, se faisant, guidé par le principe ancien et bien connu. Les ennemis de mes ennemis sont mes alliés. Il s'avère que le clan de René Guérat à Nice déteste mes chers collègues à la Sorbonne. Dans l'université de Nice de l'époque, la littérature russe relevait de la faculté des lettres générales, gérée par le professeur Alain Tassel, un autre ancien doctorant de Pierre Brunel de la Sorbonne à Paris. Le professeur Tassel, après la soutenance de ma thèse en littérature comparée, m'a rédigé des courriers de recommandations extrêmement élogieux à l'intention du Conseil national des universités pour que je puisse poursuivre ma carrière universitaire en France en tant que maître de conférence et puis professeur. Et évidemment, il a renié ses positions une fois qu'il a compris que celui qu'il avait apprécié professionnellement à l'université de Nice était un adversaire du clan de son patron, Pierre Brunel, à Paris-Sorbonne. C'est ce genre de volte-face qui, une fois que je les enseigne dans les facultés du monde entier, dégrade l'image des professeurs francophones. Ils ne sont plus des scientifiques, mais des aspirants serviles. Tout cela, au premier abord, peut paraître n'être qu'un conflit interne à la droite universitaire tant suisse que française. Cela serait une vision totalement fausse, irréelle et naïve. En effet, la crise a été déclenchée par une d'une faculté d'études slaves parisienne qui a initié cette hystérie institutionnelle, d'abord à la Sorbonne, par des plaintes répétitives et sans fondement. Quelle était la raison de ces plaintes? Il lui était insupportable que j'ai choisi le directeur de la faculté des lettres grecques antiques à la Sorbonne, mon éditeur, professeur Alain Billot, pour encadrer mon doctorat. Il avait d'ailleurs à l'époque accepté de diriger cette thèse de doctorat. Fin immédiate du suspense, en raison d'une frivolité purement administrative, cela n'avait finalement pas pu être le cas. Poussé par les dépositions calomnieuses de cette visant à dénigrer mes recherches, Pierre Brunel, alors médiateur officiel de Paris 4 Sorbonne, a refusé de remplir son office et a étoffé localement ce qui est devenu actuellement le déshonneur international de l'université française qui croît en plus chaque année. Pourtant, Pierre Brunel et moi avions eu plusieurs échanges en personne et par courriel dans le cadre de la Sorbonne et pour la préparation de mon intervention sur Radio Courtoisie.
son élève, professeur Millet-Gérard, qui m'avait invité après bio à faire une thèse de doctorat avec elle, m'a exposé son effroi, sa peur, qui se lisait dans ses yeux effarés. Mentionné pourrait venir faire un scandale lors de la soutenance de ma thèse de doctorat. Soudain, la digne droite universitaire a basculé du côté de l'hystérique qui avait organisé cette campagne calomniatrice. Pierre Brunel a fui Radio Courtoisie. Il a aussi crié quand il me croisait dans une cafétéria rue de la Sorbonne. Je ne peux pas diriger une émission sur une radio où vous, Monsieur Livry, intervenez. Quant à son ancienne doctorante, Millet-Gérard, professeure de la Sorbonne, elle a naturellement aussi cessé d'intervenir sur Radio Courtoisie à l'époque et, par sa plainte pénale déposée contre X, mais avec mention de mon nom, elle a rejoint des rangs de celles qui avaient déclenché chez elle une réaction paranoïaque. Aux États-Unis, j'ai présenté ce dossier avec le document officiel issu de la Sorbonne à des psychiatres. Ils ont vraiment apprécié cette chaîne de raisonnement professoral. Toute cette hystérie de nos braves professeurs de droite, déclenchée par une réaction simiesque, venue de bas-fonds, s'est accompagnée d'attaques répétées auprès de la radio Courtoisie et d'autres centres médiatiques parisiens qui me publiaient à l'époque. Je parle de Mondeville, Prison et même Rivarol. D'ailleurs, ce serait très drôle pour Henri de Lescun de savoir qu'il s'était aligné sur l'hystérie venant d'une citoyenne. Par un effet de contagion, tous m'ont progressivement fermé la porte. Et quand, par exemple, l'édition Hermann, qui se trouvait 6 rue de la Sorbonne, en face de mon ancien employeur, a publié ma thèse de doctorat, elle se trouve ici, sur Nietzsche-Nabokov, avec une préface de la présidente de la Nietzsche-Gesellschaft allemande, Renate Reschke, professeure émérite à la Humboldt-Universität de Berlin et lauréate du prix Friedrich Nietzsche, et a mis mon livre en vitrine de la librairie Hermann. Le responsable de la maison d'édition Hermann a subi une telle vague de calomnies hystériques à mon égard qu'il a tout fait pour dissimuler cette monographie, alors que sa maison d'édition avait pourtant investi dans cette publication. Je pourrais poursuivre à l'infini l'analyse de ce processus scientifique à ceux qui ont contribué à élever nos dirigeants politiques, médiatiques, financiers, diplomatiques et militaires actuels. Petite digression. Je signale à ce propos que, par exemple, un professeur de l'université française a le droit d'être détaché provisoirement de son poste à plein temps pour être intégré dans une ambassade de France ou pour devenir consultant auprès des ministres des armées, par exemple concernant la Russie, une puissance nucléaire vis-à-vis laquelle la République française, un autre pays qui dispose aussi de l'arme nucléaire, semble tout faire pour déclencher un conflit qui pourrait entraîner l'anéantissement de l'Europe occidentale. Et vous voyez quel type de conseillers on peut embaucher dans ces ministères. Revenons à notre propos. Derrière le masque de la dignité académique d'un professeur universitaire qui passe d'une faculté française à une faculté suisse et vice-versa, qu'il soit de gauche ou de droite, se dissimule, après des décennies de sélection cérébrale négative, seulement le membre d'une meute de singes, dépourvu de toute rationalité, incapable de mesurer les conséquences à moyen et à long terme de ses actes immédiats. La cause de leur irrationalité réside dans le fait qu'ils ont été sélectionnés selon un mode paranoïaque par
excellence selon un mode soviétique. Supposons qu'il existe un rideau de fer psychique qui les protégerait contre la vie réelle. Ces pathocrates, le terme que j'utilise, il est après la formule d'un psychiatre polonais. Je parle naturellement du docteur Lobachevsky et de son étude La ponérologie politique, dont les thèses principales ont été utilisées comme outil de subversion des masses par le CIA. Il sélectionne de manière instinctive le même type d'enseignant académique simiesque. Pour le dire brutalement, les malades atteints d'une pathologie attirent ceux qui en souffrent aussi. Et dès qu'un singe professoral francophone voit menacer ses ressources, son mode de reproduction et donc sa microdomination sociale, cela déclenche chez lui une réaction d'un détraqué qu'il transmet naturellement à ses chers collègues. Toujours la contamination du groupe. Dans le cadre de la République française, la nuisance de ces névroses collectivistes est décuplée par le fait que cette psychopathie de groupe est institutionnalisée. C'est la République française qui finance et protège cette folie simiesque, notamment dans le cadre républicain qui porte le nom du Conseil national des universités du ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà quelques macro et micro-éléments de cette affaire qu'il y a plus de 20 ans, j'ai décidé de porter tant auprès des rares mécènes universitaires et hommes politiques suisses que sur la scène internationale. Année après année, j'ai élargissé le cercle de mes contacts, tant politiques qu'universitaires ou financiers, auprès des puissances étrangères. Cela pouvait être des fondations traditionnalistes de l'Amérique du Nord, qu'elles soient anglophones, francophones ou même russophones. Parfait. Cela pouvait être également les cercles de pouvoir de certaines puissances de l'Eurasie, lesquelles, en échange de mes analyses des faits réels et de documents officiels, comme les correspondances internes des tribunaux administratifs, et des ministères de quelques pays francophones de l'Union européenne, m'ont ouvert leurs revues académiques et les plateaux de télévision de leurs chaînes d'État avec des millions de vues qui s'en suivent. Surtout, ils m'ont financé, me donnant la possibilité de suivre ces séminaires en toute indépendance des spécialistes dans le domaine de la Grèce antique, de la philosophie et de la philologie. Cela a fait de moi non seulement un connaisseur dans chacun des domaines submentionnés, mais aussi un critique capable de relever les fautes ridicules de ces professeurs universitaires. De là est né mon séminaire, les 10 000 fautes de professeurs universitaires français que j'assure en Chine, en Biélorussie, en Amérique du Nord. Le désastre du ridicule de nos professeurs européens, suisses notamment, et le fait que ces travaux uniques soient tabous pour nos éditeurs et nos médias occidentaux, tant de gauche et de droite, démontre clairement qu'ils tiennent à leur sélection négative. Ce qui m'a poussé à évoquer ce sujet pour notre conférence, ce sont également des réformes de l'éducation tant primaire au niveau fédéral que universitaire que sont tentées par l'administration actuelle de la Maison-Blanche. Les subventions aux facultés qui promeuvent le postmodernisme destructeur sont coupées actuellement avec résolution. Récemment, Harvard a perdu, ce qu'on avait déjà parlé, M. Windisch l'a évoqué, a perdu des subsides étatiques considérables. Et encore plus récemment, la seule université de Stanford a dû licencier 300 membres de son personnel pédagogique WOC. Si l'équipe présidentielle américaine tente cette modification anthropologique, mais je ne crois pas qu'elle réussira,
Ce n'est pas parce que Trump avait élaboré par lui-même. C'est parce que les fondations conservatrices de son pays ont recueilli, année après année, les dossiers venant de dissidents académiques occidentaux. Ainsi, dans certaines fondations de Texas ou de l'Arizona, se trouve le dossier de mes relations avec le Conseil national des universités français, avec les rapports rédigés par certains de mes contradicteurs idéologiques, fiers de leur puissance corruptionnelle du moment. Dans ce rapport, ils posent ouvertement cette question à leurs collègues de même obédience. Si M. Livry ose nous critiquer, comment pourrait-on accepter qu'il cherche un poste pour enseigner à l'université française? Cela veut dire qu'il proclame, et cela sous le sceau de la République française, qu'ils sont totalement infaillibles compte tenu de leur engagement idéologique et de leur position au sein du ministère de l'Enseignement supérieur français. Et que le fait de dévoiler leurs fautes et leurs plagiats devrait interdire à un docteur de l'université française de poursuivre son enseignement universitaire en France. Je souligne que les lettres circulaires reçues du ministère de l'Enseignement supérieur français me concernant sont envoyées dans la plupart des administrations universitaires suisses, afin que je ne puisse pas non plus enseigner dans les universités helvétiques. En effet, ces deux administrations sont quasi regroupées sous une unique perception idéologique et donc de facto administrative. Les frontières entre la Suisse et la France sur ce point n'existent pas. Pour résumer, le ministère de l'Enseignement supérieur français, d'après ses fonctionnaires qui interviennent en tant qu'experts en son nom, est le garant de leur malfaisance idéologique à sens unique, ainsi que de leurs failles professionnelles et des plagiats qu'ils commettent. Dans l'université française, il n'y a pas de place pour ceux qui osent s'écarter de cette tyrannie frénétique collectiviste de cancre. En somme, cette hystérie locale que j'avais connue il y a une vingtaine d'années à la Sorbonne et qui avait contaminé Radio Courtoisie et d'autres médias a fermenté durant des années jusqu'à atteindre via le ministère de l'Enseignement supérieur français et même international. Et c'est sans que jamais une démarche d'apaisement poussée par le bon sens ne soit tentée. C'est là que nous parvenons à la tactique guerrière idéologique qu'on peut, de façon concrète et efficace, opposer à la malfaisance responsable des endoctrineurs endoctrinés woke. Chaque année, je transmis ces faits de subversion idéologique universitaire portant le sceau du Conseil national des universités, car les résultats de chaque non-qualification sont rendus officiellement. Les marxistes se dévoilent une fois par an avec l'appui de l'État français. Aujourd'hui, leurs chers collègues professeurs aux États-Unis perdent leur poste à la suite des réformes lancées par Trump. Ils chialent dans les journaux mainstream, dans les tribunes politiques et universitaires, se plaignant du manque d'éclectisme et de l'absence de liberté du gouvernement américain actuel. Celui-là, naturellement, reste sourd à ces jérémiades universitaires, fort notamment des dossiers que lui sont transmis via les fondations conservatrices par les dissidents de l'université européenne. Réaction immédiate à ce licenciement aux États-Unis qui a suivi en Union européenne. Il y avait quand même nos oligarques de l'Union européenne devaient agir. Je vais finir après cette description. L'ancien président de la République française, François Hollande, devenu député du Parlement français, sans perdre son étiquette marxiste naturellement, vient de pondre son unique projet de loi à ce poste qu'il a consacré, je le cite, à l'asile politique scientifique. Vous pouvez le consulter en langue française sur le site de l'Assemblée nationale à Paris. Il s'agit d'offrir des centaines de postes professoraux dans les facultés françaises aux commissaires politiques chassés des universités américaines par Trump.
L'importance de faire perdurer les sélections négatives en Occident via nos universités est telle que nos oligarques, qui est tellement grave, qui est tellement importante pour nos oligarques, que l'université d'Aix-en-Provence, par exemple, a immédiatement, sans attendre la réalisation de ces projets de François Hollande, accordé 298 postes aux exilés woke des États-Unis. Sur le champ aussi, des millions d'euros ont été investis dans le, je cite, Programme national d'accueil en urgence des scientifiques et d'artistes en exil, dont la gestion a été offerte non au ministère de l'enseignement français, mais à celui des armées. Dans l'Union européenne, on reconnaît qu'il relève du domaine militaire d'offrir un asile politique aux professeurs postmodernistes chassés des États-Unis, tellement ces praticiens universitaires de la sélection négative de nos élites sont perçus comme des armes de guerre. J'arrête ici. Merci.